20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Des changements majeurs dans le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye, nouveau ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba aux Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall à la justice, Amadou Ba garde son poste au ministère de l'économie et des finances. On en parle longuement dans ce journal. Le front anti-franc CFA déterminé dans la lutte pour exiger le retour de Kémi Séba au Sénégal. Le rassemblement est prévu le 16 septembre prochain à la place de l'Obélisque. Le calvaire de Mouna durant le Hajj 2017. Des pèlerins racontent les conditions difficiles, à la limite impossible. Le délégué général au pèlerinage soutient de son côté que la commission n'est en rien responsable, mais plutôt les privés. Plus que quelques heures pour le démarrage de l'afro-basket chez les garçons. Porfirio Fissac de Diego lâche sa liste de 12. Le groupe se dit prêt à relever le défi. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La liste du gouvernement, du nouveau gouvernement annoncé tout à l'heure. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a parlé de continuité avec une forte inclinaison toute particulière autour des attentes et des espérances. Ali Atala, vous avez suivi donc la liste de ce nouveau gouvernement avec quand même des changements majeurs. Alors, quelle lecture faites-vous de ces changements? Diao, comme vous l'avez dit, des changements majeurs. Moi, je pense que ce changement, il est un peu plutôt partiel que majeur. Parce que enlever Abdoulaye Daouda Diallo du ministère de l'Intérieur pour l'amener à un autre ministère et pour le remplacer par Aly Ngouille Ndiaye, je ne vois pas de changement. Certes que l'opposition avait demandé à ce que Abdoulaye Daouda Diallo soit plutôt démis de ses fonctions que d'être changé, que d'avoir changé de ministère. Là, je ne vois pas assez de changements parce que c'est toujours au ministre de l'APR c'est toujours un membre de l'APR qui est nommé au poste de ministre de l'Intérieur. Sidiki Kaba qui va au ministère des Affaires étrangères. Peut-être qu'on peut dire que c'est un homme du sérail parce que c'est quelqu'un qui a vécu pendant beaucoup d'années à l'extérieur, qui connaît bien comment ça se passe. Et en plus, quand il était ministre de la Justice, ça ne l'empêchait pas de jouer aussi le rôle d'un facilitateur entre le Sénégal et l'étranger. On a constaté aussi dans ce nouveau gouvernement de nouvelles nominations. On peut citer par exemple Sophie Gladima, qui était dans un secteur énergique qui est maintenant ministre plein. On peut nommer aussi Mame Thierno Dieng qui est dermatologue et qui a été nommé ministre de l'Environnement. On peut nommer aussi Aminatou Goudiaby qui est nouvellement nommé ministre de l'économie solidaire. On peut nommer aussi Ndeye Ramatoulaye Diop. Il y a Souleymane Jules Diop aussi qui est devenu ministre de l'énergie, mais auprès du Premier ministre qui est chargé aussi du PUDC. On peut nommer aussi, comment il s'appelle? On peut nommer aussi Abdou Ndéné Sall qui est ministre délégué. On peut nommer Moustapha Lo Diatta aussi qui a été nommé ministre délégué. Il y a eu aussi un changement au niveau du ministère du Travail. C'est le cas de Sambassi qui est secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail qui remplace Mansour Sy à ce poste. Mais la grande surprise, c'est celle de Awa Marie Coll Seck qui quitte le ministère de la Santé et on ne l'a pas entendu occuper un poste ministériel. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Est-elle fatiguée? Est-ce que c'est pour convenance personnelle ou a-t-elle été démise de ses fonctions? Ça, nous ne sommes pas les secrets de Dieu. Il y a également le départ de Mbagnick, qui était ministre de la Culture. Le changement de Mbagnick, pas le départ de Mbagnick, parce qu'il occupe un autre poste ministériel. Il y a Latif qui a occupé aussi le poste de ministre de la Culture. Donc, je ne vois pas trop de changements. Mbagnick, c'est à vérifier. Je ne suis pas très sûr. Il est nommé ministre, je pense, de l'intégration africaine. Oui, ministre de l'intégration africaine. Mbagnick Ndiaye. Okay. Oui, il a été nommé ministre de l'intégration africaine. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de changements. Voilà, ce qu'il faut aussi noter dans ce gouvernement, si vous vous rappelez, le gouvernement précédent de Mohamed Boun Abdallah Dionne, on avait 6 femmes dans le gouvernement. Aujourd'hui, elles sont 8. Donc, c'est une faveur qui a été vraiment faite aux femmes.
Voilà, merci Adia. Il y a le sociologue Marouane qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Wan. Bonsoir, cher Tia. Voilà, avant de venir à vous, nous avons Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais en ligne. Monsieur Gaye, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, monsieur Gaye, vous avez entendu donc la liste du nouveau gouvernement. Alors, quelle réaction après avoir entendu les changements, notamment à l'intérieur, aux affaires étrangères, entre autres? À mon avis, il n'y a pas un nouveau gouvernement. Il y a des départs remarquables, des arrivées de personnalités anonymes et évidemment, comme vous venez de le dire, une confirmation du choix du président Macky Sall de gouverner avec ses amis. Comme vous le constatez, évidemment, nous restons dans le même nombre de ministres et de secrétaires d'État, mais il faut retenir déjà qu'il y a plus de ministres membres du gouvernement qu'avant, parce qu'avant, il y avait 6 secrétaires d'État et 2 ministres délégués, ce qui faisait 8. Aujourd'hui, nous avons 35 ministres pleins et 4 ministres délégués. En attendant, évidemment, qu'on sache qui sera recasé où. Mais ce que je retiens des départs, qui me semble être une façon de montrer, pour ce qui concerne la classe politique, une certaine volonté de vouloir engager un dialogue, même si nous ne sommes pas dupes, ce que représente, comment dirais-je, l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, est identique à ce que représente Ali Ngouille pour le président Macky Sall. Ensuite, le départ de Mankeur Ndiaye me semble être peut-être une suite logique de ces échecs diplomatiques que le Sénégal a connus depuis l'avènement du président Macky Sall. Espérons que le garde des Sceaux, l'ancien garde des Sceaux, Sidiki Kaba, qui est un homme de lobby, qui est un homme de réseau, qui est un homme de grandes relations dans des officines qui ne sont pas du tout comme on l'aurait apprécié au Sénégal, pourrait peut-être jouer peut-être de son influence pour essayer de changer les donnes. Donc, comme vous le constatez, il y a eu peut-être 2 femmes de plus sur un gouvernement de 39 personnes. À ce niveau, je pense que le président Macky Sall manque encore de considération à notre gente féminine, qui, dans les gouvernements d'Abdoulaye Wade, était au moins à 33%, ce qui n'est pas mal pour quelqu'un qui veut faire la promotion des femmes. Voilà, M. Gaye... L'un dans l'autre, je termine. Il y a on a l'impression que le président Macky Sall a tenté de récompenser toujours ses amis en essayant de leur changer de poste. Mais il n'y a pas de nouveauté majeure et le départ des technocrates me semble être aujourd'hui quelque chose de remarquable. Le départ d'Eva Marie Coll Seck, pour moi, ne se justifie pas par rapport à ce qu'elle représente pour la communauté internationale en matière de santé. Est-ce que Diouf Sarr, politicien connu, est récompensé pour avoir participé à la victoire de Dakar? Je suis tenté de le dire. Mais de toutes les façons, comprenez que Macky Sall a déçu dans cette formation du gouvernement. L'opposition en général devrait se satisfaire de ce gouvernement qui est politique, mais politique du camp du président. Il appartient à ceux qui espéraient collaborer avec le président Macky Sall ou ceux qui avaient transhumé de l'opposition, c'est-à-dire du Parti démocrate sénégalais, de revenir dans leur maison et de bâtir une alternative crédible pour faire face à cette équipe qui, de toutes les façons, se prépare pour 2019. Voilà, merci Babacar Gaye pour votre réaction. Monsieur Landing Savané de l'AJ nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Savané. Bonsoir. Alors, Monsieur Wan, vous avez donc entendu, comme tout le monde, la composition de ce gouvernement avec des départs et des arrivées. Et on va s'attarder au poste du ministère de l'Intérieur. Vous avez tout à l'heure entendu Babacar Gaye qui dit que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Est-ce que vous avez la même vision des choses? Oui, parce que le ministère de l'Intérieur reste politique. Au-delà des changements de personnes, c'est quand même un politicien qui gère ce ministère. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Et je pense qu'également,
le ministère de l'Intérieur était très contesté suite aux élections législatives et au fait que quand même des millions de Sénégalais n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. C'est quand même dans un pays un déséquilibre de l'égalité citoyenne. Et je pense que c'est extrêmement grave. Donc pour moi, c'est clair qu'il fallait avoir un ministère qui devait rassurer. Et donc moi je m'attendais à... Un ministère qui devait rassurer, c'est-à-dire en mettant en place là-bas un non politique. Un non politique ou un politique mais non partisan. Parce qu'aujourd'hui, c'est très clair que ça a été catastrophique l'organisation des dernières élections législatives. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les citoyens ont été atteints dans leur citoyenneté. Et je pense que dans une république, un état de droit, il faut rectifier ça. Et comment rectifier? Et je pense que la société politique, c'est un équilibre entre ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui contestent le pouvoir. Pas contestent pour contester, mais ceux qui assurent l'opposition. Et dans l'opposition, il y a une opposition politique, mais il y a une opposition citoyenne. Et donc le choix d'un ministre, d'une personne politique, doit refléter également cette recherche d'équilibre. Et voilà. Ça a été raté. Voilà, Monsieur Savané, Aly Ngouille Ndiaye, qui hérite donc du département de l'Intérieur, selon vous, rien n'a changé? C'est un point de vue. Maintenant, il est incontestable qu'il y a un changement de personne. Oui. Et que ça peut aider à changer la politique. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un pays où il y a un régime présidentiel fort, et qu'en fin de compte, quelle que soit la personne qui va être dans un ministère, c'est le président de la République qui lui définit la politique et qui la met en œuvre par l'intermédiaire du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Donc, fondamentalement, il faudrait savoir quelle est l'appréciation que le président de la République fait de la situation actuelle et quels sont les changements qu'il veut apporter à la conduite du gouvernement. Et cela, pour l'instant, nous ne pouvons pas le dire clairement à partir d'une simple observation de la composition du gouvernement. Voilà, nous avons en ligne M. Mbaye, Maodo Malick Mbaye de l'APR. M. Mbaye, bonsoir. Du mouvement Conscience Citoyenne, membre de Benno Bokk Yakaar. Voilà, merci pour la précision. Alors, quelle lecture faites-vous de ce nouveau gouvernement qui a été annoncé il y a de cela quelques minutes, M. Mbaye? Mais écoutez, d'abord, je crois que c'est un gouvernement quand même qui a respecté les équilibres géographiques, qui a respecté également les équilibres au plan religieux. C'est extrêmement important parce qu'un gouvernement, c'est des équilibres. Et dire qu'en vérité, vous savez, apprécier un gouvernement, ce n'est pas tellement facile parce que chacun sommeille, c'est comme un entraîneur de football, chacun sommeille un classement. Mais c'est le président de la République qui choisit. Et quand il choisit, je le dis très souvent que pour être membre, pour être choisi comme ministre, il faut au moins 3 circonstances. Il faut 3 faits. Il y a d'abord les circonstances, il y a la confiance, il y a également la compétence. Et de tout ça, pratiquement, ça dépend exclusivement de l'appréciation du président de la République. Mais je pense quand même que des efforts soutenus ont été faits pour présenter aux Sénégalais. Moi, ce que je sens, c'est que le président a fait une lecture assez profonde d'abord des élections législatives, ça c'est le premier aspect, mais également des grands dossiers qu'il veut faire bouger. Et je suis assez content de voir qu'au moins qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, la requête de l'opposition, ma foi, a été satisfaite. Parce que aussi, dans la vie, comme disait Mirabeau, on peut tous soutenir sauf l'inconséquence. L'opposition doit être conséquente. L'opposition disait que Abdoulaye Daouda Diallo, l'opposition n'a jamais dit une personnalité neutre. L'opposition disait que tant qu'Abdoulaye Daouda Diallo ne va pas organiser des élections. Je crois que c'est un signal extrêmement fort. La j'anticipe carrément pour moi être dans le tempo du dialogue. Madame M. Mbaye? Oui.
Mbaye, quand même, l'opposition, c'est vrai que la personne Abdoulaye Daouda Diallo était récriminée, mais quand même, de l'autre côté, il disait que enlever Abdoulaye Diallo et mettre là-bas Aly Ngouille Ndiaye, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, puisque tous les deux font partie de l'APR. Vous savez, les pensées sont sombres, les arrière-pensées le sont davantage. Je ne parle pas des arrière-pensées de l'opposition. Moi, je dis ce que l'opposition a toujours dit. L'opposition a toujours dit, nous ne voulons pas d'Abdoulaye Daouda Diallo. Ils n'ont pas fait après. Maintenant, moi, je pense qu'il y a des efforts soutenus qu'il faudra faire de part et d'autre. Parce que dialoguer, une fois encore, ce n'est pas se régner. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Dialoguer, c'est gérer juste, surtout au plan politique, les antagonismes de manière apaisée. C'est la raison pour laquelle moi je dis, aujourd'hui, on a mis Aly Ngouille Ndiaye, un personnage tempéré, même si c'est le même trait de caractère qu'on avait avec le sortant. Moi je pense qu'aujourd'hui, c'est une requête qui, même si elle n'est pas satisfaite, en tout cas, dans l'opinion, nous estimons qu'il y a un effort qui a été fait par le président de la République, qui montre que son appel au dialogue était un appel sincère et il a écouté. Parce que moi, c'est ce qui m'intéressait surtout parce que au plan international également, je travaille avec un organisme qui s'occupe du dialogue en Afrique un peu partout. Donc j'écoutais pour voir quelle est la réaction du président par rapport à cette requête de l'opposition. Donc je pense que globalement, c'est à l'opposition d'apprécier. Mais voilà. Je pense que c'est au moins un pas qui a été fait et il ne faut pas jeter l'eau du bain et le bébé. Merci, M. Mbaye. M. Savané, certainement vous avez entendu le Premier ministre qui a parlé de continuité avec une forte inclinaison toute particulière autour des attentes. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va dans ce sens quand vous avez entendu la liste de ce nouveau gouvernement? Je crois que tous ceux qui ont écouté conviennent du fait qu'il y a une grande continuité par rapport à l'équipe qui était là. Et bon, quelque part, il faut s'en féliciter parce qu'il n'y a pas de raison, au vu des résultats des élections législatives de l'état actuel de la situation politique, il n'y a pas de raison de faire une révolution. Mais il y a des raisons de faire évoluer les choses et il y a de bonnes raisons de changer la cadence pour aller vers les autres échéances. Mais c'est surtout l'inclinaison autour des attentes et des espérances. Oui. Mais vous savez, les attentes et les espérances, on ne peut pas les juger avant l'action des ministres. Et encore une fois, je le rappelle, les ministres sont là, mais ils ne font que mettre en œuvre les décisions du président de la République par le biais du Premier ministre. Et le président de la République n'a pas fait, en tout cas je ne suis pas au courant, de révélation particulière qu'il ait faite dans ce sens-là. Donc nous ne jugerons le gouvernement qu'à son action et à ses résultats. Alors, M. Wan, le Premier ministre, qui reconnaît que donc ses attentes et ses espérances sont une urgence. Non, mais moi je pense qu'aussi ça dépend de comment on décode les attentes. Les attentes aujourd'hui du peuple sénégalais, c'est le renforcement de l'état de droit. Ça, moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle la restauration d'institutions républicaines et démocratiques. Est-ce que ce gouvernement actuel, qui est une continuité, et quand on dit continuité, ce gouvernement va venir avec son passif, c'est clair. Dans la continuité, il n'y a pas de rupture. Bon, il peut y avoir des éléments de rupture en fonction des événements. Mais quand on analyse comme ça, il y a d'abord cette demande aujourd'hui qui est très forte, de construire un État démocratique, mais très fort, qui ne va plus aller en arrière. Et qui, à mon avis aussi, répond à un enjeu de modernité institutionnelle. Il y a les atteintes sociales. C'est très clair que le problème de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes... Alors, M. Wan, je vais revenir à vous, puisque Modou Diagne Fada est au téléphone. Monsieur Modou Diagne Fada, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Alors, M. Modou Diagne Fada, la même question. Quelle lecture faites-vous de ce nouveau gouvernement, particulièrement au poste du ministre de l'Intérieur qui a été changé? L'opposition l'avait réclamé et elle l'a eu. Non, je crois que tout le monde l'a dit et c'est vrai, nous sommes dans la continuité. Ceux qui attendaient à des changements profonds ont été déçus. Et pour la première fois, je crois que le président Sall avait, à l'occasion d'un remaniement ministériel, avait l'occasion de capter le peuple sénégalais, avait l'occasion de présenter au peuple sénégalais de nouvelles figures capables de faire progresser les choses. Mais à la lecture du nouveau gouvernement, je me rends compte qu'il n'a pas perçu, en tout cas assez correctement, les signaux envoyés à lui par le peuple sénégalais après les élections législatives, où quand même il a gagné, c'est vrai, mais avec un pourcentage populaire assez relatif. Pourquoi vous dites cela? Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que il a obtenu à peu près 50%. Cela veut dire que les Sénégalais attendaient de lui qu'il monte un gouvernement de rupture, un gouvernement capable d'accélérer les programmes, capable d'accélérer les résultats pour arriver peut-être à de meilleurs résultats à l'horizon 2019. Oui, mais c'est quoi un gouvernement de rupture? Mais non, c'est un gouvernement de rupture, c'est un gouvernement qui ne s'inscrit pas dans la continuité. C'est le Premier ministre lui-même qui nous dit, et malgré tous les efforts explicatifs du Premier ministre avant la publication du gouvernement, c'est lui-même qui nous dit que nous sommes dans la continuité. Ça veut dire que tout ce que nous avions fait jusqu'à présent, c'est bon, c'est excellent. C'est bon, c'est excellent. On n'a pas besoin de changer. On n'a pas besoin de changer. Je crois que c'est à ce niveau-là où se trouve le problème. Mais tout compte fait, en ce qui nous concerne, en tout cas, nous de l'opposition, l'arrivée du ministre Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur risque de ne pas changer la donne. Parce que Abdoulaye Daouda Diallo a été perçu par l'opposition comme étant un militant, un responsable de l'affaire de premier plan. Mais c'est exactement la même chose avec Aly Ngouille Ndiaye, qui est un homme du sérail, un homme du système marron-beige, et quelqu'un qui est un militant avéré de l'affaire. Je crois qu'on s'attendait au moins à une séparation entre le ministère de l'Intérieur, proprement dit, et le ministère chargé des élections. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et eux qui parlent de dialogue, de concertation avec l'opposition, je crois que c'était l'occasion de lancer un signal très fort en direction de l'opposition pour leur dire, nous vous avons entendu, nous avons compris votre message, et voilà déjà ce que nous avons fait. Le reste maintenant, on en discutera dans le cadre des autres rencontres qui auront lieu entre le gouvernement et l'opposition. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas constaté, en tout cas, à la lecture de ce nouveau gouvernement. Donc on peut dire que cet appel au dialogue est très mal parti. Non, on peut pas le dire. Mais en tout cas, mon parti, ISL, est un parti ouvert au dialogue, ouvert à la discussion. Écoutez, les ministres sont nommés par décret. Et le maître des décrets, c'est le président de la République. Il n'est jamais trop tard de bien faire, surtout quand il s'agit de l'avenir du Sénégal, quand il s'agit de la stabilité du Sénégal, de la paix sociale au niveau de notre pays. Moi, je ne dis pas que c'est mal parti, mais je dis tout simplement qu'on aurait pu lancer un signal très fort à l'endroit de l'opposition. Mais c'est comme si on reprenait les mêmes et on recommence. Voilà, merci. Merci, M. Diagne Fada. M. Wan, on parlait tout à l'heure des attentes et des espérances des Sénégalais. Oui, mais moi je pense que les espérances, il y a des espérances sociales, il y a des espérances... parmi les espérances sociales, il y a le problème de l'emploi des jeunes
moi je pense que vraiment c'est un énorme problème. Et rien n'a été fait d'innovant dans ce sens. Est-ce qu'on a une garantie qu'on va aller vers la relance de l'économie, mais à partir du moteur création des emplois. Et je pense qu'il y a un ministère de l'emploi qui non, mais ça c'est l'habillement. C'est l'habillement. On peut avoir ce qu'on appelle, un design super comme ça, une sorte d'architecture comme ça, institutionnelle. Mais la réalité maintenant, c'est la politique. Moi, j'étais très surpris qu'un Premier ministre se mette à commenter, à dire, voilà, c'est comme par exemple, vous présentez quelque chose et vous faites l'exposé des motifs. De le justifier quelque part. Oui, mais c'est au secrétaire général de la présidence de la République. Le Premier ministre aura l'occasion devant l'Assemblée, d'autres occasions. Mais on dirait que les gens voulaient coûte que coûte, il a voulu coûte que coûte désamorcer la déception qui allait suivre, parce que bon, c'est des hommes et des femmes qu'on a changés. Monsieur Van parle de déception, est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Quand on forme un gouvernement, à mon avis, il y a le camp des heureux et le camp des insatisfaits. Rien de nouveau sous le soleil. Mais la question ici, c'est que le gouvernement travaille pour sa majorité. Il travaille pour sa majorité. Pour cette majorité, il a mis sur la table un gouvernement qui correspond pour l'essentiel aux attentes de cette majorité. C'est cela aussi la réalité. Et je comprends très bien, nous sommes un pays qui a une tradition démocratique quand même aujourd'hui, qui est très forte. Et ce gouvernement sera contesté par les uns et applaudi par les autres. Mais moi, au-delà du camp dans lequel je me suis inscrit, ce qui me préoccupe, c'est que d'abord, on a peu de temps d'ici l'échéance électorale prochaine, qui est une échéance majeure, celle de 2019, et que d'ici là, un gouvernement aura difficilement la possibilité de faire des miracles. Mais il y a de la place pour un dialogue. Et c'est sur ça que je vais insister. Je crois qu'au-delà du gouvernement, ce qui reste à faire et qui me paraît très important, c'est un dialogue des forces vives de ce pays qui puisse permettre quand même de s'entendre sur un minimum qu'il faut faire pour réconcilier les Sénégalais avec leur gouvernement et les mettre dans une dynamique d'espérance fondée. Justement, ce dialogue, tout à l'heure, on a interpellé Mamadou Diagne Fada là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est parti sur des bonnes bases? Non, bon, mais moi je ne pense pas. Hein. Il y a l'intention, la déclaration d'intention. Mais je pense que la formation de ce gouvernement devait être l'occasion aussi d'avoir des personnalités, à mon avis, même venant de la société civile et d'autres, qui soient quand même porteurs, qui soient capables de jouer ce rôle de facilitateur institutionnel. Mais bon, ça n'a pas été fait. Bon, maintenant, il faut faire très attention, parce que dans la classe politique, il y a des gens pour qui le dialogue est un raccourci politicien, parce qu'aujourd'hui, le problème du dialogue aussi, c'est pas pour l'attente des Sénégalais. La plupart des Sénégalais, les Sénégalais d'en bas, les Sénégalais qui se réveillent très tôt, les Sénégalais qui n'ont pas d'emploi et qui survivent, ce n'est pas le partage entre la classe politique de poste, de prébande, non. Aujourd'hui, si le dialogue national, c'est pour répondre à des questions d'enjeux, de renforcement de notre système démocratique, d'enjeux d'un grand programme économique et social qui, par exemple, équivaut à ce qu'on peut appeler le grand bond en avant à l'époque où nous étions des maoïstes, des révolutionnaires. Mais si le dialogue, c'est pour caser des personnes, nous n'en voulons pas de ce dialogue-là. C'est pour donner des ministères, des extrapotins ou directeurs, comment ils appellent ça, présidents de conseils d'administration. Les gens, ils aiment bien ça. Le problème aujourd'hui qui se pose, un gouvernement n'est pas là pour une majorité. Un gouvernement est là pour répondre aux attentes du peuple sénégalais. Voilà.
Voilà. Justement, nous avons au téléphone Farba Ngom, membre de l'APR. Monsieur Ngom, bonsoir. Allô? Oui. Oui, Monsieur Ngom, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi certainement avec nous. Bonsoir. Oui, vous avez suivi avec nous. Oui, bonsoir. Oui, on vous entend. Bonsoir. Alors, Monsieur Ngom, quelle lecture faites-vous de la formation de ce nouveau gouvernement? Vous pouvez atteindre votre, ou bien diminuer le volume de votre poste de téléviseur. Ah, mais merci beaucoup. La lecture que j'ai faite, que je suis en train... La lecture que j'ai faite, que c'est un gouvernement dont je suis vraiment satisfait, de Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, qui a formé un gouvernement quand même en réfléchissant largement que c'est un gouvernement qui est là pour le peuple sénégalais. Il a associé quand même tout ce qu'il devait faire, à mon avis, d'être là en se rappelant toujours de ce qu'il est en train de faire de Benno Bokk Yakaar. C'est un plaisir pour moi en tant qu'homme politique et encore de répondre à l'appel de l'opposition. L'opposition, ce sont des Sénégalais, même s'ils ne sont pas du côté du pouvoir. Donnant Aly Ngouille Ndiaye comme ministre de l'Intérieur, c'est un acte très fort et un signal que Macky Sall est un homme d'ouverture et un homme pour le dialogue. Aly Ngouille Ndiaye, bien sûr que c'est un membre de l'APR, mais c'est un membre de l'APR très ouvert. C'est un membre de l'APR très modeste. C'est un membre de l'APR qui comprend que les Sénégalais sont là. Quand on te nomme un poste de responsabilité, vous êtes nommé par décret par le chef de l'État, mais vous êtes nommé pour le peuple sénégalais. Je suis sûr qu'avec Aly Ngouille Ndiaye, ça marchera très bien. Et surtout, Macky Sall est là comme président de la République qui a été ancien ministre de l'Intérieur. Il aura l'assistance du président. Je suis certain que nous aurons un résultat positif avec ce gouvernement-là. Voilà, merci. Merci, Monsieur Ngom. Une des informations de ce remaniement, c'est le départ de Eva Marie Kolsek à la tête du département de la santé. Vous l'avez compris? Écoutez, on n'a pas à comprendre, on prend acte de son départ. Parce que j'avoue que je ne suis pas la personne la mieux placée pour évaluer l'action de Eva Marie Coll à la tête de la santé, parce que la santé est un département complexe et depuis des décennies, les ministres se battent pour faire progresser ce département. Maintenant, tout ministre est nommé, passe un certain temps et part un autre mois, selon les appréciations du président de la République. Je crois que Eva Marie Coll a une expérience nationale et internationale. Si elle quitte le ministère, elle ira donner ses services. Ça n'a rien de politique. Ailleurs, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas dans le parti présidentiel. Toute décision est politique. Et celle-ci ne peut pas échapper à cela. C'est pour ça que je n'aime pas spéculer sur les choses que j'ignore. Je constate qu'il y a eu quelques départs. Et c'est pour ça qu'un remaniement se fait. Il n'y a pas un bouleversement important dans la configuration du gouvernement. Tout le monde en convient et il faut s'attendre à une certaine continuité de l'action du gouvernement dans les prochains mois. La prochaine échéance n'est pas très lointaine. Donc, wait and see. Voilà, Monsieur Wan, on nous parlait il y a quelques mois de cela du meilleur ministre de la Santé de l'Afrique ou même, je ne sais pas, du monde. Non, mais c'est-à-dire, moi, je suis très étonné. Les Sénégalais, des fois, ou bien, bon, c'est pas seulement les Sénégalais, je m'excuse. Des fois, on préfabrique des images de meilleurs, ça veut dire quoi, meilleur ministre? Par rapport à nous, les Sénégalais, pour se soigner, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai honte que nos dirigeants, qu'on les évacue en France, qu'on les évacue en Europe.
Et pourquoi pas? Moi j'ai ces problèmes. Il y a d'énormes problèmes. Est-ce que c'est de la faute du ministre de la Santé? Non, ce n'est pas le problème. Mais je veux dire, quand on dit le meilleur ministre, c'est quand même celui qui est, ou celle qui est capable aujourd'hui de répondre aux attentes en matière de santé publique au Sénégal. La santé coûte cher ici. Les infrastructures de santé, je ne sais pas si vous avez été, je ne vous le souhaite pas, et si vous êtes à l'hôpital ou quelque chose, c'est des problèmes. Ça coûte extrêmement cher. Et il y a des problèmes énormes. Ce n'est pas, moi, un problème de Marie-Eva Cole ou de quelqu'un d'autre. Même s'il y a une autre personne qu'on a mis là avec tout le volontarisme, si en matière de politique, aujourd'hui, on ne fait pas, parce qu'on dit que la santé est une priorité, mais dans la réalité, aujourd'hui, si vous avez, si vous interrogez les Sénégalais par rapport à l'accès à certains soins, on a d'énormes défis. Le problème aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il y a d'abord, personne n'a la propriété sur un tel ministère. Il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui ont des compétences. Moi, je la connais très bien, je la respecte, je la salue, etc. Mais le fond du problème, il faut que nous commençons à réfléchir. Les hommes et les femmes qu'on met là, ce n'est pas des sinecures, c'est pour régler les problèmes des Sénégalais, les problèmes d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'offre publique d'éducation est par terre. Le système de santé n'est pas efficace, n'est pas efficient. Les Sénégalais, 90% des Sénégalais ont des problèmes énormes, même la classe moyenne pour se soigner. Il n'y a que l'oligarchie qui va se soigner en Europe ou aux États-Unis. Il faut arrêter. Donc pour moi, aujourd'hui, la santé doit devenir un secteur prioritaire et l'homme ou la femme qui doit aujourd'hui assurer ça doit le faire dans le cadre d'une équipe gagnante. Voilà, M. Savané, souvent on a fait quitter une technocrate, entre guillemets, pour mettre à la place un homme politique, un membre de l'APR. Est-ce qu'il peut être plus efficace que le technocrate, le politique? Il peut. Il peut. Parce que, encore une fois, un gouvernement est politique avant d'être technique. Il est politique. Il est là pour permettre au président d'atteindre ses objectifs. Et donc, c'est une conscience politique qui est à la base de toute gouvernance. Maintenant, effectivement, quand la conscience se nourrit d'une certaine technicité, ça ne fait que favoriser la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Mais on peut parfaitement diriger un ministère et ne pas être un technicien de ce secteur et savoir s'entourer des bonnes compétences pour réaliser les objectifs assignés par le président de la République. Ce n'est pas cela mon problème, encore une fois. Mais notre ami Wan a raison de dire une chose qu'il est bon de rappeler quand même, c'est que nos pays ne viennent pas d'accéder à l'indépendance. Ça fait des décennies que nous sommes là et que nous traînons des boulets énormes. Parce que parler de ce gouvernement, parler des ministres, c'est bien. Mais il faut parler de l'héritage même de l'indépendance tout entière, qui depuis des décennies ne règle pas les problèmes. Donc, au-delà même du président Macky Sall, nous avons un défi collectif qui se pose à nous, en tant que Sénégalais, à nous en tant qu'Africains. Il ne faut pas que les indépendances vraiment soient le procès des Africains. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent le cas. Et c'est cette question-là qu'il faut discuter, c'est cette question-là à laquelle il faut trouver des solutions. Voilà. Et puis des changements majeurs, il y en a eu également, notamment dans le domaine de la diplomatie, où Mankeur Ndiaye laisse son poste à, comment il s'appelle encore, à Maître Sidiki Kaba, qui avait en charge la justice. Vous comprenez ce changement donc, dans la diplomatie, à la tête de la diplomatie sénégalaise? Non, mais je le comprends parce que la diplomatie sénégalaise, à mon avis, là, le leadership, on l'a perdu. Parce qu'on n'a pas une vision d'une diplomatie qui intègre aujourd'hui la dimension, la création des États-Unis d'Afrique. Même si on le remplace par quelqu'un d'autre, il va faire le même travail.
Parce que le Sénégal, en tant que pays, moi je pense, il faut qu'on essaye quand même de réfléchir d'une diplomatie économique dans le cadre de la CEDEAO, diplomatie africaine dans le cadre, aller vers les États-Unis. Il faut qu'on ait un objectif. Il faut qu'on ait comment dirais-je, une diplomatie de décolonisation. On ne doit plus être là, notre diplomatie arrimée aux intérêts de la France, je le dis. On doit avoir une diplomatie de reconquête de notre souveraineté et en même temps une diplomatie qui va faire un pas politique extrêmement important. Le Sénégal doit assurer le leadership de la création des États-Unis d'Afrique ou les États africains unis. Si on n'a pas cette vision, on aura toujours des problèmes. C'est vrai, moi je n'aime pas tellement parler de telle personne qui remplace l'autre personne. Bon, l'autre, il va apporter quoi? C'est vrai que c'est un domaine réservé. C'est vrai qu'on est dans un régime hyper présidentiel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de remplacer telle personne par une autre personne, sans qu'il y ait une vision, une orientation vers des objectifs qui sont des objectifs à court et moyen terme, d'aller vers les États-Unis et bon, la souveraineté monétaire qui va revenir, la souveraineté économique qui va revenir, quel rôle le Sénégal va jouer dans le monde aujourd'hui, dans la Oumma islamique, ce qui se passe en Birmanie est inadmissible, ce génocide. Hein? Et quel rôle? Bon, c'est vrai, le président a téléphoné au président turc, c'est pas ça le problème. C'est comment mettre en mouvement aujourd'hui tous nos potentiels économiques pour aller vers des pressions économiques aussi sur la Birmanie, comme ils sont en train de le faire pour la Corée du Nord. Voilà. Salihou Faïdaf, syndicaliste dans le secteur de la santé. Monsieur Salihou Faïdaf, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Alors, comment analysez-vous le départ du ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck? Le départ du ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, Eva n'a rien à prouver dans le système de santé. Elle en a tellement fait qu'aujourd'hui, moi je crois que ce qu'on doit faire en tant qu'acteur, c'est d'accompagner le nouveau ministre de la Santé et d'essayer de préserver les résultats qu'on a eus. Mais c'est vrai que aussi le Sénégal a attendu ce gouvernement en attendant Madame le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, qui est une dame de fer quand même, qui a eu à faire beaucoup de choses et qui a eu à régler aujourd'hui un problème très important, c'est la mise sur pied de cette couverture maladie universelle et de ces indicateurs qu'on a eus, ces statistiques qui montrent aujourd'hui qu'elle a fait du bon travail. C'est ça un républicain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les uns et les autres s'énervent autour d'un changement ou bien d'un déplacement ou bien de changer quelqu'un pour amener quelqu'un d'autre. Il faut encourager le nouveau venu et que le système s'ouvre quand même pour pouvoir aujourd'hui atteindre d'autres objectifs pour le Sénégal et pour les populations. Ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est d'essayer d'assurer l'offre de soins, d'essayer de revenir aussi pour que le plateau technique soit encore plus performant, mais aussi essayer de continuer ce qu'Eva Marie Coll Seck nous a laissé pour que personne ne puisse dire demain qu'on ne pouvait pas le faire. Voilà, c'est une grande dame, c'est une dame de fer qu'on remercie et qu'on accompagnera demain dans d'autres horizons. Voilà, vous êtes syndicaliste. Sambassi, quelles sont vos attentes par rapport à lui? Mais les attentes, c'est très clair. Il faut s'ouvrir, il faut discuter avec les partenaires sociaux. Il ne faut pas penser que les syndicats et l'État soient des ennemis. C'est pas bien. Il faut que les gens puissent argumenter les points. Il faut que les gens puissent essayer de régler des points et d'avancer. Il faut qu'aussi l'État nous aide à régler les problèmes pendants dans tous les secteurs. Et là aussi, il faut que nous, en tant qu'organisation syndicale, qu'on essaie aussi d'être patient. Il faut être patient dans la vie. Vous savez, nous, depuis qu'on a commencé à caresser le mouvement syndical vers les années 89, voilà aujourd'hui que les jeunes aussi doivent pouvoir venir pour nous remplacer, pour pouvoir assurer la relève et voir comment faire pour que les problèmes des travailleurs soient réglés. Mais tout en pensant aussi à la situation de nos institutions. C'est-à-dire, il faut toujours penser à la trésorerie de nos institutions,
aux moyens de nos institutions, mais aussi faire de telle sorte que l'État puisse respecter les protocoles ou bien les plateformes signées. Donc le ministre du Travail aussi, on le souhaite quand même le bienvenu et que les organisations syndicales aussi vont l'accueillir, lui aussi qu'il doit s'ouvrir pour qu'on puisse discuter de tous les problèmes pendant aussi dans le système ou bien dans tous les secteurs qui resteront à définir. Alors merci M. Salou Faïdaf, secrétaire général du SAS. M. Savané, le Sénégal aurait-il perdu son leadership sur le plan diplomatique à tel point de changer de ministre des Affaires étrangères? A-t-il perdu son leadership? Est-ce que le Sénégal a été vraiment un leader? En Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest, bon, la Côte d'Ivoire est là quand même, qui pèse. M. Wan nous dit que le Sénégal a perdu son leadership. Oui, bon, écoute, ça peut être un point de vue, mais il est discutable. Hein, je crois que le Sénégal a été un partenaire en Afrique de l'Ouest. Il a joué sa partition dans les ensembles ouest-africains, mais en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est présente. Le Nigeria, si on parle d'un poids lourd, le Nigeria ne peut pas être oublié. Il pèse de tout son poids sur tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, l'ensemble CEDEAO était censé, en Afrique de l'Ouest, jouer un rôle unificateur et permettre l'intégration de la région. Ça n'a pas avancé comme on le souhaitait. Moi, n'a pas été à la hauteur des espoirs qu'on avait mis dans cet organisme. Résultat des courses, comme malheureusement c'est souvent le cas, il nous faut constater que nous n'avons pas fait les avancées que nos populations attendaient de nos différentes institutions. Mais n'empêche, il y a eu changement à la tête de la diplomatie sénégalaise. Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr. C'est dans l'ordre des choses, oui, l'ordre normal des choses, justement, de la vie d'un gouvernement. Comme les avancées ne sont pas très importantes, qu'il y ait des changements, quelque part, c'est normal. Mais la question qui se pose, ce n'est pas de changer d'homme. La question qui se pose, c'est est-ce que nous allons changer de politique? Est-ce que nous allons vraiment rompre avec la stagnation que nous avons connue pendant toutes ces décennies en termes de progression des institutions, des organisations sous-régionales, de politique d'intégration? C'est cela la question. On a mis en place des institutions, mais malheureusement, elles ne nous font pas avancer au rythme que nous souhaitons vers les objectifs que nous espérons. C'est cela la question. Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Sénégalais prennent les pirogues et meurent au fond de l'océan. Il y a une conférence à Paris, convoquée par Macron, où il y avait le président du Tchad, du Niger et tout. Le Sénégal, à mon avis, le Sénégal devait être aujourd'hui à l'initiative, prendre des initiatives diplomatiques, ne pas, à mon avis, se cantonner à un rôle qu'on lui fait jouer. Ça, par exemple, c'est pourquoi je dis que ça pose un problème. Ici, nous avons été quand même précurseurs de beaucoup de mouvements qui ont été des mouvements panafricains, etc. Depuis, moi, je prends tout le monde à témoin, prenez une seule initiative sur le plan diplomatique depuis 4-5 ans, où on peut vraiment se dire, bravo, on applaudit, voilà la qualité d'un leadership sur le plan diplomatique. Il n'y en a pas eu, ni sur les questions de sécurité, ni sur les questions des jeunes, ni sur la défense des Africains. Les États-Unis se permettent, et les autres pays, je n'aime pas les citer, se permettent aujourd'hui d'exclure des Sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui nous devons accepter être Sénégalais à l'extérieur? C'est quoi? C'est quoi le passeport sénégalais? Est-ce que quand, par exemple, des Sénégalais sont assassinés quelque part, ou des Sénégalais sont aujourd'hui dans les couloirs de la mort dans certains pays, qu'est-ce que notre pays fait? Est-ce que les gens aujourd'hui se disent, tiens, le Sénégal est représentatif de quelque chose, même si on n'est pas encore, bon, notre pétrole n'est pas encore sur le marché. Mais on va finir avec ça. Mais permettez-moi d'abord de vous poser cette question, vous, M. Wan, sociologue, avec ce ministère qui a été dédié à la protection de l'enfance. C'est des sujets qui ne passionnent pas, mais... Ça, je salue. Voilà. Je me suis battu et je continue de me battre
pour qu'il y ait un ministère plein, s'agit de la protection des enfants. Vous savez pourquoi? Au moment où on parle, ils sont des centaines, des dizaines de milliers d'enfants exclus de leur citoyenneté, qui souffrent de maltraitance, violentés, exploités à ciel ouvert. Le président de la République a pris la décision de retirer les enfants de la rue, mais jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qui bouge de manière stratégique. On ne peut pas dire aujourd'hui, malgré cette prise de position au plus haut niveau de l'État, qu'aujourd'hui, il y a une tendance réelle à la résolution de ce problème qui est la honte de notre pays. Que des enfants aujourd'hui, sénégalais, ou des enfants venant de certains pays de la sous-région, qui sont des Africains, qui sont donc des Sénégalais pour moi, les enfants de la Guinée-Bissau, les enfants qui viennent d'autres pays, doivent être traités comme des enfants sénégalais, mais qu'on les maltraite, qu'on les exploite. Pour une fois, je salue qu'il y ait ce ministère, je pense plein. Je pense bien. Non, bon, je ne comprends pas pourquoi on l'a mis avec la bonne gouvernance, je ne sais pas. Voilà, M. Savané, c'est des sujets qui ne passionnent pas, mais quand même, le gouvernement se doit vraiment d'appuyer cela et de protéger les enfants, comme il le dit, c'est vraiment une plaie de notre société. Bon. C'est une plaie de notre société. Alors, est-ce que la création d'un ministère va penser cette plaie? C'est une question qu'on doit se poser aussi. La plaie me paraît suffisamment gangrénée pour qu'un simple pansement ne puisse pas faire l'affaire. Et très franchement, je ne suis pas sûr que dans l'état actuel des choses, la création d'un ministère suffira. Maintenant, j'espère que ce ministère contribuera à mieux cerner les contours du problème et peut-être à proposer une voie pour le résoudre. Mais c'est un problème qui remonte très loin. Et dans la conscience collective même des Sénégalais se pose ce problème de l'enfant. Voilà. Je pense que le temps est pratiquement épuisé, mais avant de rendre l'antenne, il y a eu également ce ministère du pétrole qui a été mis en place, du pétrole et des énergies. Je pense que quand même le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et que c'est le moment et que ce ministère-là va être, je sais pas, l'un des ministères clés pour l'économie sénégalaise et pour ce plan Sénégal émergent. Non, mais moi, enfin, vous me permettrez juste, mais moi je pense que notre société, la politique sert à avoir un courage, à opérer des ruptures, à être sur des positions d'avant-garde. Si aujourd'hui on n'ose pas, et le portage de l'État par l'État, la protection de l'enfant, plus une volonté marquée, parce que c'est ça qu'on attend des leaders politiques. Je suis d'accord avec vous que c'est un problème de fond. Mais l'esclavage aussi n'aurait jamais disparu si on restait juste à faire des constats, que c'est difficile, etc. L'apartheid, c'est la même chose. Pour le pétrole, maintenant, c'est une ressource stratégique. Bon, je ne veux pas être méchant, mais le pétrole d'il y a 40 ans et le pétrole d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que le pétrole d'aujourd'hui, il ne faut pas, à mon avis, faire fantasmer les Sénégalais sur un nouveau Qatar ou quelque chose comme ça. Parce que le pétrole n'est plus ce qu'il était sur le marché mondial. Et ça pose énormément de questions aussi d'environnement. Bon, c'est des énergies fossiles. Il faut qu'on travaille aussi, à mon avis, à côté de ça, sur les énergies renouvelables, etc., des énergies qu'on maîtrise, et je pense. Mais, ceci étant dit, aujourd'hui, il y a toute une question de transparence. Je ne voudrais pas que notre pétrole finisse au fond de Total. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute cette question. Ce n'est pas seulement d'avoir ce ministère, mais quel est le mécanisme, les garanties de souveraineté sur nos ressources énergétiques? Est-ce qu'on a assez d'indépendance
est-ce qu'on va baliser, on va mettre des balises qui vont permettre à ce que ce soit les Sénégalais et les Africains, bon, évidemment, et le monde également, hein, je ne suis pas... D'où la nécessité de mettre en place ce ministère, ou pas d'ailleurs. Bon, la nécessité, je n'irai pas jusque-là. La nécessité, en tout cas, de mettre en place une politique. Et une politique n'implique pas nécessairement un ministère. C'est deux choses différentes. Et je signale qu'on a beaucoup parlé, et on parle encore de la malédiction du pétrole. Ce n'est pas une bénédiction nécessairement. Le pétrole peut provoquer plus de problèmes qu'il n'en résout, s'il est mal géré. Et on a un problème, je pense, auquel il faut faire face sous ce rapport-là. Le pétrole peut aider, on est dans un pays, la déforestation, des tas de choses, l'utilisation, le recours systématique aux ressources de la forêt pour, au bois de chauffe en particulier, etc. Le gaz, le pétrole peuvent servir et servent partout dans le monde. En avoir, dans le principe, est une bonne chose pour un pays. Mais gérer le pétrole n'est pas une petite affaire. Et il faut... Et peut-être que c'est le sens qu'il faut donner aux mesures prises par le président en créant les ministères. Maintenant, moi, je juge toujours sur pied, comme dit l'autre. Diouf. Voilà, on attendra les résultats. Voilà, voilà, merci Monsieur Marouane et Landing Savané d'avoir répondu à notre invitation après la mise en place de ce nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et on va continuer à en parler tout à l'heure dans l'émission L'équipe Intimi. Alhaji Assane Gueye qui va recevoir Bamba Fall du Parti Socialiste, Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. Les journalistes Pape Sambakan, Soro Diop, ce sera tout à l'heure après la fin de cette édition. Autre aspect de l'actualité, le front Soro Diop, oui, c'est ça, le front anti-franc CFA pour exiger notamment le retour de Kémi Séba au Sénégal qui se tiendra le 16 septembre prochain. Le rassemblement se fera à la place de l'Obélisque. Une annonce faite lors d'un face-à-face avec les journalistes au lendemain de son expulsion vers la France. Les détails avec nos reporters Mam Biram Diouf et Tierno Laurent Mendy. Kémi Séba, déclaré persona non grata au Sénégal, cela écœure Tchad qui, pour avoir dénoncé l'expulsion du dirigeant de l'ONG Urgence panafricaniste, a été arrêté puis libéré la nuit dernière, tout comme Guy Marius Sagna. En quoi Kémi Séba est une menace? Il n'a ni armée, ni armes. Il n'a jamais été, ne serait-ce que arrêté par la police pour VI, vérification d'identité. Il n'a jamais été impliqué dans quelconque trouble à l'ordre public. Oui, c'est une menace contre tous ceux qui sont d'accord pour le franc CFA. C'est une menace publique pour tous ceux qui ont ratifié les APE. Il a participé à l'éveil des consciences au Sénégal, en organisant des forums, des panels, en rencontrant des gens, en s'ouvrant, en échangeant ses connaissances avec d'autres Sénégalais. Ça, on devrait s'en auto-glorifier. Un frère africain qui quitte la France, qui dit, au moment où les autres ils vont en Europe pour l'Eldorado, moi mon Eldorado c'est le Sénégal. On devrait en être fiers, nous les Sénégalais. Il est arrivé en France ce matin, il nous a appelés pour nous dire qu'il se portait bien et qu'il était avec la famille. Nous sommes perturbés, justement comme je vous dis, perturbés parce que les enfants sont au Sénégal, et les enfants et moi sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal et nous sommes dans notre pays. Didier Wadi, venu apporter son soutien à la famille, porte le combat citoyen. Si on en arrive à déporter un Africain pour sa liberté de pensée, d'opinion, c'est grave. Et la question qu'il pose, la question du franc CFA, est une question de notre génération. C'est une question de souveraineté. Aujourd'hui, il faut qu'on ose l'affronter en face. Est-ce que la France accepterait que sa monnaie soit battue en Allemagne? Non, la France ne l'accepterait pas. Une série de manifestations est prévue pour dire non. Rassemblement le 6 septembre prochain à la place de l'Obélisque.
Parce que le franc CFA va vers la dévaluation. Et puis le Hajj 2017 des pèlerins qui racontent le calvaire de Mouna, des tentes exiguës, des menus qui laissent à désirer, toilettes inaccessibles. Ce fut des moments difficiles pour les pèlerins qui espèrent une réaction des autorités pour éviter de pareilles situations à l'avenir. Nous les écoutons dans ce sujet signé à Ngoné Ngom et Mactar Bey. Le temps passe, mais des jours après Mouna, les esprits semblent encore plus que marqués. Toilettes yi mel na noo xam ne vraiment kenn mënu ko imaginer tant que demoo ba foofu parce que dañ fay dund loo xam ne naar yi dañ fay fóot comprendre nga di fa tuur ndox def fa noo xamante di weer ci biir duus yi di dem toilette fu leen neexee da ngay génn ni ci buntu bi jàkkaarloog naar yi mu am xet goo xamante ne nii kenn mënu koo imaginer tant que demoo ba foofu. dëgg la aj dafa ànd ak coono. Parce que ki yàlla yónni woon aussi daf ko doon def ak difficulté mais difficulté ya mu amoon ci dans les 500 ans bokkul ak difficulté 1400 et quelques années après difficulté yi ñu mën a éviter la. Des tentes exiguës sous plus de 40 degrés, mal aérées, un menu qui laisse à désirer. Au bureau 31, les 5 days étaient plutôt traumatisants. Ce jour-là, vraiment, pour le bureau 31 que je connais, il n'y avait pas de dîner. Ça vraiment, c'est ça la réalité. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé aussitôt le lendemain. Je devais faire 3 jours à Mouna, mais le lendemain, après les Djamrat, j'ai dit aux pèlerins qu'on va rentrer. Parce que cette situation, vraiment, les conditions ne sont pas réunies pour faire 3 jours. Le consul et le délégué général adjoint constataient ce qui s'est passé. Ils l'ont constaté, ils ont pris des photos, ils ont pris des notes. La longue attente qu'il y a au niveau des toilettes, là quand même aussi, c'est vraiment fatigant pour les pèlerins. Surtout, on rencontre des pèlerins qui sont diabétiques, des pèlerins qui ont un problème de prostate. Si les autorités pouvaient quand même nous aider à augmenter les toilettes et à veiller aussi sur le manger. Tout le temps, c'est du riz blanc. Des fois, ils changent, ils mettent du riz jaune, juste avec un tout petit peu de poulet. Mais jël sa ceeb baxal ko nii rek jël sa pomme de terre teg ci nii ak yooyu nga jox ko nit ki te ba pare encaissé ko xaalis. Regardez par exemple les Nigériens, ils vivent pas ça, ce calvaire-là. Tu as un problème de toilette, tu as un problème de là où tu la bouffe, tu as un problème de là où tu couches, tu as des centaines de personnes dans une même tente qui n'est même pas bien climatisée. Et donc avec la chaleur ici à la Mecque, moi je crois que le Sénégal ne mérite pas ça. Malgré un léger mieux à Arafat, 16 heures passées, presque plus d'eau à boire. Pour d'autres, c'était où loger qui était problématique. am na ujaaj yu nga xamante ne bii dañoo baare woon circulation bi ne oto du jógee mun na ñëw fii man mi bokk naa ci ñooñu nga xam ne ñi may àndal AMS Poste dama ànd ak ñoom ñëw amuñu tànt bu ñu leen dalal il a fallu ñu ñaxtu ñëw taxaw tali bi baare ko man bokk naa ci ñi taxawoon ci tali bi ne waa ji du ñëw mu tawif bi mënoo koo gis ay nit yoo xamante ne bii mënuñu régler dara mooy am. Pour Palameng, tout cela n'est que la suite de... Le délégué général au pèlerinage reconnaît qu'il y a eu des problèmes liés au logement parce que tout simplement certains pèlerins ne veulent pas rejoindre les nouvelles tentes installées pour la circonstance. Il est également revenu sur les problèmes de nourriture. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ngoné Ngom et Mactar Bey. Nous avons tous constaté, lorsque nous sommes arrivés à Mouna, que les espaces qui nous avaient été alloués n'étaient pas suffisants. Ceci peut s'expliquer par la croissance des pèlerins cette année en Arabie Saoudite. En décembre, nous avions déjà attiré l'attention des autorités saoudiennes sur l'exiguïté des espaces à Mouna. Ils nous avaient répondu qu'il y avait effectivement une extension de Mouna, mais que pas les Sénégalais, mais les pèlerins, l'ensemble des pays, ne voulaient pas aller à cette extension-là. Tout le monde voulait rester dans les espaces traditionnels. Ce que nous avons trouvé ici n'est qu'une image de ce que nous allons trouver à Arafat. C'est la raison pour laquelle j'avais dépêché des précurseurs. Les espaces sur lesquels nous devrions installer le temps n'étaient pas encore nettoyés, qu'il n'y avait ni eau ni électricité sur les lieux. Donc c'est grâce à cette anticipation que nous avons pu régler tout cela avant que les pèlerins ne viennent s'installer à partir de la nuit. Parce qu'il y a eu un problème d'irrégularité par rapport à cette restauration-là, quelque chose de curieux s'est passé, qui n'est pas juste par rapport à la délégation générale,
et qui n'est pas honnête non plus. L'un des menus était bon, c'est pour le délégué général et ses gars. L'autre n'était pas bon, c'est pour les voyagistes privés et leurs pèlerins. Le reste, les voyagistes privés ont leur propre contrat avec leur propre fournisseur qui leur offre leurs services. La délégation ne se défausse pas et ne fuit pas ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'affaire a éclaté, je les ai invités à venir discuter avec moi. Et puis, démarrage de l'Afrobasket, c'est demain à Dakar et à Tunis. Le sélectionneur des Lions Porfirio Fissac de Diego a publié la liste des 12 joueurs retenus pour l'Afrobasket. Kelvin Anna au poste de meneur, plus Tierno Ibrahim Magnan, arrière Louis Adams, Eladj Malendoy ailier, Antoine Mendy ailier également, Mohamed Faye ailier fort, Djibril Thiam ailier, Maurice Ndour ailier fort. Chez les pivots, nous avons Gorgui Sidian, Cheikh Tidiane Mbodj, Amadi Ndiaye et Youssouf Ndoye. Des Lions sont Khan D'Almeida, forfait, blessé. Khan D'Almeida donc qui ne pourra pas jouer cet Afro-basket. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal en Wolof. En attendant, les Lions s'étaient entraînés hier au stadium Marius Ndiaye devant le public dans une ambiance bon enfant, confiant de leur potentiel et motivé par le message reçu des derniers champions d'Afrique sénégalais. C'était il y a 20 ans de cela. Ils ne visent que le trophée final. La bande à Gorgui Sidian. Un reportage signé Chersali Boudjara, Ali Atala et Mardia. Tir, révision des systèmes de jeu, duel 5 contre 5, surtout le nouveau parquet du Marius Ndiaye. Les Lions du basketball ne négligent rien à 2 jours de leur premier match à l'Afro-Basket 2017. On sent que l'équipe monte en régime. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux pour pouvoir déterminer les forces et les faiblesses de l'équipe. Mais les quelques matchs qu'on a fait nous ont permis de rectifier un peu le tir, de travailler sur nos faiblesses comme on l'a vu sur la zone, des petites choses comme ça. Et donc au fil du tournoi, on va essayer de monter en régime, de diminuer les erreurs le maximum et pour être prêt pour les matchs coupeurs et les matchs éliminatoires. Seule la conquête du titre compte pour la bande à Gorgui Sidian, très déterminée à offrir au Sénégal son 6e titre de champion d'Afrique. Si tout le monde joue ensemble, si on a un achievement, on peut gagner tout. Mais c'est juste Dieu qui sait. On sait que l'objectif final, tout le monde le sait, mais pour y arriver, il y a beaucoup de parchemins qu'il faut surmonter et c'est match après match qu'on va le faire. Les 13 Lions se sont entraînés sous les acclamations des supporters. Ils ont reçu après les conseils des derniers champions d'Afrique sénégalais une visite galvanisante. C'est une source de motivation en plus. On est déjà motivés. Mais donc les voir venir nous supporter et nous donner des conseils, nous lancer un message, c'est encore une source de motivation en plus. Et donc on va essayer de ne pas les décevoir, Inch'Allah. Parti tout juste après la séance d'entraînement, le sélectionneur national Porfirio Fissac de Diego n'a pas donné la liste des 12 Lions sur le terrain comme attendu. Une sélection qui sera connue d'ici le début de leur rencontre face à l'Afrique du Sud, vendredi à 18h30. C'est la fin de ce journal, un peu plus long que d'habitude. Aujourd'hui, actualité oblige avec le remaniement ministériel, le remaniement du gouvernement. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Et retrouvez tout à l'heure Eladj Hassan Gueye dans son émission L'équipe intime avec ses invités. Au revoir.